Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire et une belle journée internationale de la femme. Et donc aujourd'hui, nous allons célébrer cette journée avec ce webinaire spécial pour parler de l'égalité de genre pour toutes les femmes et les filles. En 2025, c'est une année spéciale, hein, c'est le 10e anniversaire de, la plateforme de Beijing et la célébration des droits des femmes et c'est aussi, hem, la célébration, de la commission de la condition de la femme, donc la commission 69 qui aura lieu, du 10 au 21 mars. Je suis donc Soumina Souba, je suis, chargée de communication pour Women for Biodiversity. Je serai votre modératrice pour aujourd'hui. Donc pour les personnes qui, arrivent pour la première fois, Women for Biodiversity est une organisation qui, fait un plaidoyer pour, l'égalité des droits des femmes. Nous souhaitons vivre en lien avec la nature et nous, défendons les droits, des femmes et des filles. Et nous défendons aussi donc cette intégration dans les 3 grandes conventions des Nations unies, dont la CNUC et la CDB. Alors quelques, indications pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc merci de bien vouloir avoir votre micro éteint pendant le webinaire, utilisez, le chat pour vous présenter. Vous pouvez nous indiquer d'où vous venez, aujourd'hui et vous avez également accès à l'interprétation en espagnol et en français. Donc vous pouvez, cliquer sur le petit globe en bas de votre écran. Ce webinaire sera également, diffusé en live, hein, sur la chaîne YouTube de Women for Biodiversity et puis à la fin, du webinaire, vous pourrez utiliser, donc la boîte de questions-réponses. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas également à écrire dans le chat. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs présentatrices, hein, de différentes parties du monde et de différents contextes. Et je suis vraiment ravie, hein, d'entendre toutes ces femmes et je voudrais également, demander aux intervenantes, de ne pas parler trop vite, pour que les interprètes puissent également, faire le meilleur travail possible. Donc je vais, donner la bienvenue et la parole à notre directrice, notre fondatrice, Mrina Lirai, ou Tina, qui va donc, nous donner quelques mots d'ouverture pour aujourd'hui. Bonjour Tina, la parole est à toi. Et bonjour tout le monde, je vous souhaite une très belle journée internationale de la femme. Alors, désolée, je suis à l'aéroport, donnez-moi une petite seconde pour tout installer. Donc merci beaucoup, merci Soumina et je souhaitais, heu, vraiment vous saluer à toutes. Je vous appelle ici depuis la Thaïlande, c'est déjà donc la fin d'après-midi. Merci d'avoir pris le temps, de vous joindre, hein, à ce webinaire pour commémorer, la Journée internationale de la femme qui, ne souligne pas seulement, les résultats, donc positifs pour les femmes, mais aussi pour leur autonomisation. Aujourd'hui, nous allons réfléchir aux progrès qui ont été faits, pour, donc avoir créé un monde où chaque femme et chaque fille peut s'épanouir. Cette célébration est aussi une étape importante, c'est le 30e anniversaire de la plateforme d'action de, Beijing. Il y a 30 ans, le monde s'est réuni autour d'une vision audacieuse, celle de créer un monde où les droits des femmes sont des droits humains et où l'égalité entre les genres n'est plus seulement un rêve lointain, mais une réalité tangible. Donc la plateforme de Pékin, de Beijing, a défini 12 domaines d'action essentiels, appelant à des changements transformateurs dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'émancipation économique, de la participation politique, des droits humains et de la fin de la violence à l'égard des femmes.
Comme, Soumina l'a déjà dit, nous allons aussi célébrer la semaine prochaine, hein, le 10 mars, la 69e session de la Commission de la condition de la femme qui aura lieu à New York et cela nous rappelle les victoires, remportées, mais aussi les défis qui persistent. Cette session numéro 69 marquera donc un anniversaire et nous continuerons à travailler, heu, à relever les défis, hein, à l'autonomisation et aux droits pleins de la femme. Donc le thème principal, de cette journée est aussi donc reconnaître ce travail, qui continue à faire. Nous voyons encore, hein, dans le monde entier, les défis auxquels les femmes et les filles font face. Il s'agit aussi, de regarder, hein, vers le futur et toutes les opportunités, qui arrivent. Il est important de continuer à regarder, les côtés positifs et nous faire une promesse. Cette promesse n'est pas que de travailler pour les 30 prochaines années, mais aussi, de maintenir une détermination pour l'avenir, un plaidoyer, auprès des politiques pour créer l'égalité, pour créer des espaces sûrs pour que les femmes puissent vivre libres de violences et de discrimination. Travaillons auprès des communautés marginalisées pour leur donner, les moyens de s'autonomiser. Et je souhaiterais vraiment remercier toutes nos invitées ici aujourd'hui. Merci de votre travail depuis autant d'années. Je suis ravie, de vous voir ici et merci encore d'avoir pris le temps, de partager cet espace. Et ensemble, nous avons le pouvoir, hein, de donner forme à un monde où les femmes n'ont pas seulement le pouvoir, mais ont aussi les opportunités qu'elles méritent. Donc encore une fois, je vous souhaite une belle journée internationale de la femme. Continuons ensemble, main dans la main, pour que ce monde ne soit pas simplement, une illusion et que l'égalité ne soit pas juste un objectif sur le papier, mais une réalité tangible. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici avec vous et Soumina, je te rends la parole. Merci Tina et merci, d'avoir fait l'effort de nous rejoindre, à l'aéroport et voilà, nous sommes ainsi, nous les femmes, nous arrivons toujours à trouver des solutions, peu importe la situation. Donc merci beaucoup pour ce webinaire et désolée parfois j'ai la tendance de parler très, 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 très vite, je suis vraiment désolée, donc je vais faire un effort pour parler plus lentement. Je souhaiterais donc maintenant, accueillir madame Ranji, qui est directeur en chef, des politiques et des connaissances pour le département des jeunes, des femmes et des personnes handicapées en République sud-africaine. Je suis vraiment ravie, de, lui donner la bienvenue. J'espère que vous aussi, Ranji. La parole est à vous. Merci beaucoup. J'espère que l'on m'entend bien, juste pour confirmer. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, Madame Rai, directrice de Women for Biodiversity, merci Soumina. Euh, je souhaite également remercier Valentina Figuera Martinez pour donc de la GFC de Malash Rompado, qui travaille donc pour les femmes et chères toutes et tous, donc je souhaitais vous, souhaiter une belle journée, une belle après-midi et de vraiment, vous souhaiter une belle journée internationale de la femme. Je voudrais également remercier for Biodiversity, pour cette invitation et de m'avoir invité à prononcer aujourd'hui ce discours d'ouverture devant cet auguste séminaire en ligne. C'est en effet un grand honneur de m'adresser à cette plateforme d'expertes dans le domaine de la biodiversité et des questions environnementales.
Alors, Madame Somina m'a demandé de souligner l'importance des mécanismes internationaux tels que la Commission de la condition de la femme, ou CCF, et d'expliquer pourquoi la plateforme d'action de Pékin est si importante pour les femmes et les jeunes filles du monde entier. Alors que nous commémorons la Journée internationale de la femme, donc le 8 mars cette année, sous le thème «Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, empouvoirment». Cette journée se déroule à un moment très intéressant car, comme nous l'avons dit, nous commémorons, les 30 ans de la 4e conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue donc à Pékin en Chine. C'est un événement historique très important au cours duquel toutes les femmes de toutes les régions du monde se sont réunies pour revendiquer leurs droits, l'égalité avec les hommes et pour demander des mesures pour accélérer leur, intégration dans l'humanité, complète, pour être reconnues comme des citoyennes égales, bénéficiant des mêmes droits, des privilèges et d'avantages. Les femmes représentent plus la moitié de la population mondiale, elles soutiennent la moitié du ciel. L'activisme collectif des femmes en 95 à Pékin a conduit à l'adoption de la déclaration et de la plateforme d'action. Ce document est un schéma directeur mondial pour l'intégration du genre avec des actions qui, si elles étaient pleinement et efficacement mises en œuvre, permettrait d'atteindre l'égalité de genre et l'autonomisation complète et effective des femmes partout dans le monde. Ces dernières années, le secrétaire général des Nations Unies et la directrice exécutive d'ONU Femmes ont répété qu'aucun pays au monde n'a véritablement atteint la pleine égalité de genre. Pourtant, nous savons que c'est un des objectifs pour 2030 dans le cadre de l'agenda pour le développement durable et des 17 objectifs de développement durable. Cette année, du 10 au 21 mars, comme Atina l'a indiqué, au siège des Nations Unies à New York, la Commission de la condition de la femme procédera à une évaluation globale des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'action de Pékin pour l'empouvoirment et la promotion des femmes et la réalisation de l'égalité de genre. ONU Femmes, qui est une organisation des Nations Unies dédiée à l'égalité de genre et à l'empouvoirment des femmes, et championne mondiale des femmes et des filles, a été créée pour accélérer les progrès en vue de répondre à leurs besoins dans le monde entier. ONU Femmes travaille par l'intermédiaire de la Commission de la condition de la femme, qui est le principal organe intergouvernemental mondial exclusivement consacré à la promotion de l'égalité de genre, des droits et de l'autonomisation des femmes. La Commission de la condition de la femme joue un rôle essentiel dans la promotion des droits des femmes et des filles, documente la réalité de leur vie dans le monde entier et façonne les normes mondiales en matière d'égalité de genre et d'empouvoirment des femmes et des filles. Cette commission a pour mandat de diriger le suivi et l'examen des progrès et des problèmes liés à la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Pékin, ainsi que d'intégrer une perspective de genre dans toutes les activités des Nations Unies. Alors, cela dit, cette commission exécute son mandat par le biais de la plateforme d'action de Pékin. Ce document comprend, comme il a été dit, 12 domaines essentiels axés sur les femmes et la pauvreté, l'éducation, la santé, l'empouvoirment économique, la violence, les conflits armés, les droits humains, les mécanismes institutionnels visant à faire progresser l'autonomisation des femmes, la participation et la représentation aux postes de direction, de gouvernance et de prise de décision, la paix et la sécurité, l'environnement et la jeunesse, les petites filles. Le domaine critique K, qui a à voir avec les femmes et l'environnement,
est essentiel car il affecte et influence votre travail. Ce qui est très préoccupant, c'est le retour de bâton dont ces efforts ont fait l'objet au fil des années. Et dans le cadre des crises euh, géopolitiques actuelles que nous connaissons actuellement, il y a une grande remise en question de tous les gains qui ont été faits pour les femmes et les filles. Nous devons résister collectivement à cela et nous devons maintenir nos avancées. Nous ne pouvons pas permettre que les progrès réalisés en matière de reconnaissance de la diversité qui existe soient minés, soient réduits à néant, ni que la reconnaissance de nos droits soit réduite par des forces conventionnelles et conservatrices qui souhaitent remettre en question les accords conclus lors de la 4e conférence mondiale. Alors ce matin, à la veille de la Journée internationale de la femme, un nouveau rapport de l'UNICEF, de Plan international et d'ONU Femmes, souligne que des progrès ont été réalisés, mais que les efforts restent insuffisants. Malgré des avancées significatives dans des domaines tels que l'éducation au cours des 3 dernières décennies, des millions d'adolescentes, de femmes dans le monde ne sont toujours pas scolarisées, sont mal préparées pour faire face à l'avenir et sont confrontées à des lacunes dans les services de santé vitaux et sont exposées à des pratiques préjudiciables telles que le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines, la violence et les abus. Ce nouveau rapport intitulé Objectifs pour les filles, qu'est-ce qui a changé pour elles, le droit des adolescentes depuis 30 ans? Eh bien, ce rapport examine l'évolution de la vie des adolescentes au cours des 30 dernières années, depuis que la plateforme d'action de Pékin a été approuvée par 189 gouvernements en 1995. Alors, certains éléments importants de ce rapport montrent que 122 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées au niveau mondial. Près d'une adolescente sur 4 qui a été mariée ou forcée à être en couple a subi des violences intimes de la part de son partenaire. 50 millions de filles en vie aujourd'hui ont subi des violences sexuelles. Et aujourd'hui, encore une fille sur 5 dans le monde entier est mariée pendant son enfance. Et ce ne sont que 3 faits que je vous présente, issus de ce rapport. Donc très clairement, il y a encore beaucoup à faire. Il faut accélérer la mise en œuvre du programme d'action de Beijing, de Pékin, ainsi que, l'ODD 5, sur l'empouvoirment des femmes et l'égalité de genre. Cela n'a jamais été aussi crucial. Nous avons parcouru un long chemin, mais il reste encore beaucoup à parcourir pour que, chaque fille soit reconnue et protégée. L'autonomisation de toutes les adolescentes est l'investissement le plus sûr pour un monde durable, équitable et pacifique. Et avant de conclure, permettez-moi de dire quelques mots sur les femmes et l'environnement. Le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation de l'environnement ont un impact disproportionné sur les femmes et les filles, en particulier dans les pays du Sud, exacerbant les vulnérabilités existantes. Et une fois encore, le changement climatique a un impact très fort. En Afrique du Sud, par exemple, hein, nous faisons face à des heu, circonstances extrêmes depuis plusieurs mois. Pourtant, le leadership, la contribution à la conservation de l'environnement et à la justice restent sous-représentés dans les processus de prise de décision. Donc pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'intégration du genre dans l'adaptation au changement climatique est un point essentiel et urgent.
Il y a d'énormes interfaces avec des questions telles que la science, l'éducation, la technologie, le changement technologique et l'innovation. Il est encourageant de constater que l'intégration du genre commence à se faire avec, entre autres, le cadre pour la biodiversité mondiale. Et il existe des instruments pour cela. La question de la représentation, de la participation des femmes dans cet espace commence à être prise en compte. Le changement climatique est un domaine dans lequel les femmes n'ont pas été incluses dans la prise de décision, dans l'élaboration des politiques ou au niveau du développement des programmes. Et elles ont peu ou pas accès aux fonds considérables disponibles pour les programmes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ce domaine de travail est resté fondamentalement l'apanage des hommes et cela doit changer aujourd'hui. Et cela est entre nos mains de faire en sorte que cela se produise. Alors j'espère que je n'ai pas, dépassé mes 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ranji, pour ce discours très éloquent. Et ce qui est déjà à notre esprit, c'est qu'on ne peut pas donc se permettre de reculer. Merci beaucoup pour cela. Et je voudrais maintenant ouvrir la discussion avec les panélistes. Donc, je voudrais notamment vous présenter Madame Michi Singano de WEDO, Valentina Figuera Martinez de la Coalition mondiale des forêts, et puis Masla Rumpado qui est fondatrice en Indonésie. Et je voudrais aussi vous confier que je suis vraiment très enthousiaste et très heureuse à l'idée d'écouter ces différents collègues. Et donc, pour commencer, je voudrais donc commencer avec Madame Michi. Alors, je voudrais vous demander, Madame Michi, je voudrais vous poser la question suivante. Quels sont les changements politiques essentiels pour garantir que les droits des femmes soient au cœur de la conservation de la biodiversité mondiale? Et quelles sont les principales recommandations politiques que vous espérez voir émerger à l'issue de la CSW 69? Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir proposé d'être là pendant cette session. C'est vraiment important parce que tous les événements se déroulent aujourd'hui puisque demain c'est le week-end. Merci beaucoup Tina, merci beaucoup tous les collègues. Donc, je voudrais réfléchir à voix haute ici à la question qui m'a été proposée. Donc, c'est vraiment facile de dire on a besoin de changer cette politique sur la participation ou le financement. Mais donc, on travaille dans différentes circonstances, dans différents mondes. Et ce qui se passe actuellement à l'échelle globale requiert de nous une pensée critique sur la façon dont on a obtenu des victoires dans le passé et ce qu'on considère comme étant des victoires et à quel point ces victoires sont solides, comment on peut les institutionnaliser, comment on peut faire que ces victoires puissent traverser les tempêtes. Parce que ce qu'on voit actuellement, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi donc en Colombie ou dans d'autres pays d'Afrique, c'est que un seul changement de gouvernement, par exemple en Europe, avec l'avancée des conservateurs, donc un seul changement de gouvernement peut venir
détruire un certain nombre, de victoires, démanteler des institutions, peut faire tomber des lois pour lesquelles on s'est battu pendant longtemps. Ça peut donc, venir, transformer les sociétés avec des mesures radicales. Donc on a vu cela se passer et je pense que c'est un moment où on a vraiment besoin de réfléchir sur comment on fait pour gagner et qu'est-ce qu'on demande. Et donc la majorité, des féministes ont demandé pendant très longtemps, d'obtenir les buts sur les questions d'égalité des genres, de conservation, de changement climatique. On a besoin de changements systémiques parce que le système actuel est dans un état de dégradation, qu'il peut, nous faire reculer en permanence. Et je pense qu'actuellement, en tant que féministe, c'est donc ce qui est le plus important actuellement, c'est de transformer la gouvernance. Comment on fait pour exiger que les responsables qui sont élus soient, responsables par rapport à nous? Donc je ne suis pas si vieille, mais il me semble que le système actuel nous montre bien que le système de gouvernance n'est pas suffisamment bien ficelé, n'est pas assez solide. Il y a une accumulation de pouvoir qui est bien trop importante. Donc les dirigeantes actuellement ne n'accèdent pas au pouvoir pour prendre soin de l'environnement ou des États. Ils essayent d'avoir plus de pouvoir, plus d'accès, plus d'intérêts économiques. Et on a aussi besoin de changer le modèle économique. Donc on a un modèle qui ne fonctionne pas, qui est beaucoup trop consumériste, qui transforme la nature en objet avec, une valeur économique pour tout. Et l'idée que ce qui n'a pas de valeur économique n'a pas de valeur du tout. Ce qui amène au fait qu'on ne valorise plus le soin. Tout le travail de soin, tout le travail médical n'est pas valorisé. Et donc on voit la valorisation par contre, de crédit carbone ou d'accaparement de terres, dans l'économie et l'agrobusiness. Et je vois tout cela dans un contexte particulier, donc nos voix et nos droits en tant que femmes, sont, des droits pour lesquels on se bat dans le cadre de ce système qui est complètement dysfonctionnel. Et tous nos droits sont actuellement fragiles parce que la base de ce système est dysfonctionnelle. Et donc je pense qu'en termes de recommandations pour l'avenir, on peut aussi regarder ça de façon holistique et essayer d'y réfléchir, dans les détails. Donc, je pense que si on veut s'assurer que les droits des femmes et leur voix, sont reconnus et assurés, on a besoin de processus politiques qui investissent dans le soin et qui désinvestissent de ce qui fait du mal aux femmes. La majorité, des ressources sont investies dans des choses destructrices pour la planète et pour les femmes. Donc on a besoin de transformer cela. On a besoin de processus politiques et de mécanismes qui permettent de créer ce changement. Et on a besoin aussi
de démocratiser le leadership. Ce n'est pas une question d'avoir plus de femmes, c'est, la une vraie question de participation où on peut avoir plus de personnes qui ont du pouvoir. Donc on voit bien que la participation est devenue un token et on a besoin de pouvoir, en fait. Et en fait, on voit actuellement que les décisions sont prises par seulement quelques hommes qui ont du pouvoir. Et donc la question, c'est comment on fait pour démocratiser la gouvernance dans nos communautés? Parce que c'est comme ça que nos voix vont pouvoir être entendues et que notre savoir peut être utilisé. Et je pense que, aussi Ranji a dit les choses de façon très claire, c'est qu'on a aussi besoin de transformer les processus multilatéraux. Donc, on voit très bien qu'avec le changement aux États-Unis, il semblerait que tout va s'effondrer et parce qu'on sait très bien aussi que ces processus multilatéraux ont été construits sur un processus colonial et cela, donne beaucoup plus de pouvoir à un certain nombre de pays. Donc, on a bien vu avec l'adoption du plan d'action et de la plateforme d'action de Beijing, c'était expliqué clairement que le domaine qui avait les moins bons résultats, c'était cette question-là, donc l'institutionnalisation des questions de genre, parce qu'à cause donc, des divisions institutionnelles. Donc généralement, l'environnement et les questions liées aux femmes sont complètement séparées. Donc, le domaine de l'environnement est généralement très peu traité. Donc ce qu'il nous faut défendre, c'est qu'il existe des connexions très, très fortes entre genre et environnement. Donc c'est des questions que traditionnellement les leaders, ne gèrent pas. Et donc, quand on essaye de travailler avec le ministère de l'Environnement, ils nous renvoient vers les, ministres en charge du genre ou des femmes. Ils disent, «Ici, nous, on travaille sur la biodiversité et la science». Et donc cela implique un fossé, des failles énormes et on espère qu'on va continuer à voir des améliorations. On sait notamment qu'il y a cette, approche, unique ou de l'ensemble des institutions, de l'ONU, toutes les propositions de Bakou, les propositions faites pour améliorer la cohérence et donc on espère qu'il va continuer à y avoir des synergies, de la cohérence et une conversation comme celle qu'on a aujourd'hui nous aide aussi beaucoup. Donc on n'a pas des choses tant aussi claires, cette fois-ci, pour être honnête, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire quelque chose de façon urgente. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame Michi. Merci infiniment pour, cette expression aussi éloquente, dans un temps aussi bref. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas tant que ça d'espoir pour, la CSW 69 et en même temps, comme vous expliquez, c'est la raison pour laquelle il nous faut parler plus fort, parce qu'on a besoin de ces processus. On a besoin, de s'assurer d'avoir des processus politiques qui ne vont pas, être destructifs pour l'environnement et qui vont soutenir les femmes et les filles. Merci infiniment. Nous allons maintenant passer
a Valentina Figuera Martínez. Alors, je vous demande juste une seconde. Désolée, mon navigateur était un peu bloqué. Et donc, la prochaine panéliste, c'est Valentina Figuera Martínez, qui coordonne le travail sur la justice de genre et les forêts à la Coalition mondiale des forêts. Donc, ma question, Valentina, pour vous, c'est quels sont les plus grands défis auxquels les femmes sont confrontées pour garantir leurs droits fonciers? Et comment les cadres mondiaux, tels que le programme d'action de Beijing, peuvent-ils mieux contribuer à des politiques forestières sensibles au genre? Donc, merci beaucoup, Shruti, Tina et Soumina, pour votre invitation. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu entendre Ranji, parce qu'il y a un certain nombre des réflexions que je vous apporte qui sont très en lien, très en cohérence avec ce qui a été dit. Donc, on nous répète régulièrement que la déclaration de Beijing est un instrument historique qui a permis d'exiger l'égalité des droits et garantir la mise en œuvre des droits humains des femmes. Donc, on voulait des droits égaux. Mais on est ici aujourd'hui en train de se rappeler ensemble que c'est avant tout une plateforme et un outil qui était là pour se rappeler que les femmes sont des humains et qu'on veut une mise en œuvre complète des droits humains des femmes. Mais après 30 ans, on voit bien que les droits fonciers, par exemple, ne sont pas pleinement garantis, ce qui est également lié aux oppressions de genre. Et je voudrais mentionner 3 défis. Donc, c'est vraiment difficile euh, de faire tout ce résumé en 10 minutes, mais j'espère que dans les questions-réponses, euh, on pourra aborder plus de choses en profondeur. Donc, il y a 3 défis principaux pour les questions frontières pour les femmes. Donc, il y a d'abord les questions liées aux lois et normes sociales discriminatoires que nous avons dans différents paysages. Donc, les droits des femmes à hériter des biens de leur mari ou de leur famille continuent d'être bafoués dans plus de 100 pays. Et ceci est complètement inacceptable. Les lois sur l'héritage constituent une menace pour l'égalité des droits, des chances et de l'accès aux ressources pour les femmes. Et c'est l'un des engagements de la déclaration de Beijing. Donc, c'est quelque chose qui est très clair dans la déclaration de Beijing. Les États doivent de toute urgence modifier les lois qui imposent des obstacles au droit de propriété frontière des femmes. Et je voudrais souligner quelque chose qui est vraiment crucial pour cette conversation sur les cadres légaux. C'est qu'il faut inclure l'approche coloniale. Dans beaucoup de pays du Sud global, on voit des lois régressives qui sont une conséquence de l'héritage colonial que nous avons dans le Sud global et du système moderne des États qui oppriment les femmes et qui perpétuent des systèmes coloniaux et des normes coloniales qui incluent notamment ces lois discriminatoires. Il est incroyable de penser que moins d'un propriétaire foncier sur 5 dans le monde est une femme, alors qu'elle représente près de la moitié de la main-d'œuvre agricole mondiale. Et ceci est inacceptable une fois de plus. Donc on est là pour réfléchir. Et si on compare cela avec la contribution des femmes, les femmes produisent 80% de la nourriture dans les pays en développement. On est là et on s'occupe de protéger les graines, de protéger la vie de façon générale. Et donc, effectivement, comme je vous disais, c'est 80% de la nourriture qui est produite par les femmes et on n'est même pas reconnu par des droits égaux à la terre. Et une autre chose
que je voudrais souligner ici, c'est la question de la mise en œuvre efficace, le financement de la mise en œuvre des lois, comme le disait un peu Ranji et Michi. Donc, on a besoin de financement, on a besoin de lois solides. Mais donc, effectivement, pour mettre en œuvre ces lois, il y a besoin d'argent pour améliorer les capacités et l'accès à la prise de décision. Donc, beaucoup des fonds de renforcement des capacités restent au niveau des capitales des pays. On a vraiment besoin qu'il y ait donc une redistribution de cet argent à travers les communautés. Il y a aussi la question de l'accès à la prise de décision qui est également cruciale pour améliorer l'accès au foncier. C'est vraiment essentiel pour que les lois soient réformées ou deviennent plus progressives. C'est important dans le cas de la Bolivie, du Brésil, par exemple, pour l'accès aux territoires autochtones, avec ces lois qui reconnaissent les territoires autochtones et qui permettent aussi de reconnaître l'accès aux droits des femmes. Donc, ce sont des questions essentielles. Le troisième défi que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est les industries extractives. Donc, c'est une composante qui est connectée à la crise triple que nous vivons et à l'accès des femmes à la terre, particulièrement pour les peuples autochtones et les communautés locales. Donc, les États doivent adopter des mesures pour empêcher les entreprises privées et les élites puissantes et d'autres acteurs de s'emparer des terres, d'accaparer des terres pour développer des plantations d'arbres en monoculture ou d'autres types d'exploitation extractiviste comme l'exploitation minière. Donc, tout ce qui fait du mal aux forêts et au corps des femmes. On a besoin de territoires libres d'extractivisme. Donc, c'est ce qu'on dit à toutes nos réunions. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Et je voudrais souligner un exemple important qui a été documenté avec un groupe de RDC. Et donc, comme nous savons, la RDC détient la plus grande partie de la forêt du Congo en Afrique centrale, à peu près 100 millions d'hectares. C'est également le territoire de communautés autochtones, comme les Banamwesi et les Motondo. Mais il y a un boom minier extrêmement important là-bas. Et au moment où on parle, il y a un conflit qui est devenu de plus en plus violent et qui a fait augmenter la violence de genre contre les femmes. Et ce boom minier inclut donc l'exploitation du coltan, du cobalt et de l'étain. Et donc, c'est un problème majeur pour ces communautés parce que donc en RDC, dans la province du Nord Kivu, on a vu donc un empirement du conflit et il y a donc une entreprise canadienne appelée Alpha Mine Resources qui développe une mine d'étain à Bizier depuis 2017. Et donc, cette entreprise a exproprié des terres sans aucun type de consentement libre, préalable et éclairé, bien sûr. Et il y a une documentation très bien faite de signalement de violences sexuelles sur des jeunes filles mineures. Et donc, on a besoin de tous les types d'outils qui existent pour connecter les différents éléments, pour briser ces frontières imaginaires entre l'environnement et le genre, et pouvoir briser le cycle de la pauvreté, de la violence et de la discrimination. Et finalement, sur la question de la plateforme de Beijing, et de comprendre comment est-ce qu'elle peut mieux soutenir les politiques forestières sensibles au genre. Je pense qu'il faut être très critique là-dessus. Donc, il faut être
présente dans cet espace pour participer, pour partager nos inquiétudes, mais il faut aussi être critique et il faut utiliser cet instrument pour exiger nos revendications substantielles. Je pense qu'une chose très importante de la plateforme de Beijing, c'est que c'est un plan d'action qui reconnaît les échecs du modèle capitaliste basé sur le patriarcat et le colonialisme, qui perpétue la dégradation des forêts et l'injustice en matière de genre. Et il y a une ligne d'action qui est liée aux femmes et à l'environnement dans la plateforme de Beijing qui reconnaît que la cause principale de dégradation de l'environnement est le modèle de consommation et de production non durable, en particulier dans les pays du Nord. Donc, ce modèle d'extractivisme qui force les pays du Sud à développer des projets extractivistes ne peut pas continuer. Et il nous faut dénoncer et utiliser cette plateforme pour dénoncer tout cela et montrer que tout cela doit changer maintenant. Autre problème, je pense, et l'autre question cruciale, c'est le renforcement des capacités. Donc, les droits fonciers des femmes sont un catalyseur pour mettre fin à la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire, mettre fin à l'exclusion, parce que les femmes sont les premières responsables de la sécurité alimentaire. Et cela est aussi connecté aux ODD. Et donc, la société civile, les acteurs gouvernementaux doivent agir pour renforcer les capacités et soutenir la conception, la mise en œuvre et le suivi avec la pleine participation des femmes, de politiques et de programmes efficaces qui tiennent compte des questions de genre. Et finalement, je pense qu'il est important qu'on aille dans ces espaces de haut niveau et en même temps, il faut des mouvements féministes forts. Et c'est important pour avoir des forêts qui sont saines. Si on a un mouvement féministe fort qui est connecté avec les luttes, on aura des forêts qui seront saines. On aura des écosystèmes qui seront sains. Et la déclaration de Beijing est très claire là-dessus. Elle dit la participation des groupes de femmes et des organisations communautaires dans le plein respect de leur autonomie, en coopération avec les gouvernements, est importante pour la mise en œuvre et le suivi efficace du programme d'action. Donc, merci beaucoup et je serai très heureuse de répondre aux questions. Merci beaucoup, Valentina. Une des choses euh, qui est revenue hein, assez souvent, c'est que en général, j'ai tendance à poser des questions très complexes. On me l'a déjà dit plusieurs fois, et c'était en effet une question très complexe à laquelle tu as répondu magistralement. Et en effet, il est important d'avoir un mouvement féministe fort. Et je souhaite maintenant passer la parole à Madame Masla. Et lorsque l'on dit que les femmes sont nécessaires pour la protection de l'environnement, nous sommes toutes d'accord. Et je voudrais demander à Madame Masla, dans votre expérience, quelles sont les plus grandes barrières, les plus grands obstacles aux connaissances ancestrales des femmes et comment pourrions-nous, soutenir ce leadership d'une manière plus efficace? Alors madame Masla est, fondatrice, d'un réseau, de femmes en Malaisie. Merci beaucoup Soumina et une belle journée internationale de la femme. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée selon vous où vous vous trouvez dans le monde et merci, de m'avoir invitée à cette conversation si importante.
et merci donc aux intervenantes, hein, précédentes. Valentina a bien parlé, des droits à la terre, hein, des droits fonciers, et cela est un thème récurrent, hein, pour les femmes autochtones. On Ranji a également parlé des défis auxquels les femmes font face, et imaginez que pour les femmes autochtones, vous pouvez multiplier au moins par 2 ou 3 ces défis. Je suis moi-même une femme autochtone. J'ai grandi littéralement, dans la forêt, dans un petit village dans la forêt, et pour nous, la biodiversité est essentielle pour notre vie. Les rivières nous donnent l'eau, la forêt sont nos marchés, et nous donnent également tous les médicaments, toutes les médecines dont nous avons besoin. Pour nous, les anciens, les anciennes sont les gardiens, gardiennes de la terre. Malheureusement, notre existence n'est pas reconnue par les gouvernements. Nous sommes toujours, reniés, négligés. Il y a un grand nombre de questions liées donc à l'accès des ressources, à l'accès aux plantes médicinales, à tout ce que les forêts offrent. Et le mois dernier, nous avons mené une mission, pour, évaluer l'impact du changement climatique sur les femmes, et principalement autochtones, et nous pouvons voir à quel point leurs vies quotidiennes sont affectées. Le simple fait d'essayer de transmettre des connaissances, ancestrales, devient difficile, et très souvent, eh bien, au lieu d'utiliser des plantes médicinales, ce sont des médicaments qui sont utilisés. Et comme très souvent les forêts, sont plus difficiles d'accès, les femmes essayent de, collecter les graines de ces plantes pour, les faire pousser dans leur jardin. Mais, bien entendu, la grande partie des plantes médicinales ne peuvent être, trouvées et ne peuvent grandir que dans leurs habitats naturels. Ce n'est pas possible de récupérer des graines et de simplement les planter, derrière la maison. Donc il y a un lien ici très important, et le la participation, la contribution des femmes à la biodiversité a été prouvée par de nombreuses études, et ces études montrent que, les femmes sont gardiennes de la biodiversité. Depuis ma propre expérience, eh bien, vous savez ici, notre pays est un pays très riche en biodiversité. Les femmes autochtones sont également les gardiennes de cette biodiversité, et pourtant font face à des obstacles très importants pour défendre leurs droits, défendre leur savoir, et il y a de nombreux facteurs combinés, qui minent leurs droits. Un des grands défis sont les normes sociales, les rôles de genre traditionnels, et donc leur absence de processus de prise de décision. Et les normes traditionnelles, très souvent, réduisent les femmes au silence, et lorsque les femmes, partent d'une communauté sans accompagnement, par exemple, eh bien, elles sont tout de suite traitées comme ayant, comme étant peu dignes, hein. Donc il y a aussi dans tout le système d'éducation des croyances autour du rôle. Il y a également une grande partie des femmes qui sont illettrées, et cela, heu, rend plus difficile, de faire entendre leur voix, et rend plus difficile, leur présence dans les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Bien entendu, à cela s'ajoute la pauvreté, l'accès très limité aux ressources économiques. C'est donc une marginalisation économique auquel elles font face qui mine encore plus leur capacité de plaidoyer. Heu
Dans les zones rurales, le simple fait d'avoir accès au transport est difficile, sans, donc parler bien entendu, des difficultés économiques. Donc, comment ces femmes pourront-elles, se faire entendre? Pourront-elles, faire un plaidoyer, pour leurs droits? Vous comprenez que cela est très difficile. Comme, Valentina le disait aussi, hein, les droits fonciers, sont niés à la majorité des femmes autochtones, donc à cause, hein, du système patriarcal. Et les femmes autochtones, très souvent, font face à de multiples formes de violences, dont les violences, basées sur le genre, les violences sexuelles et la discrimination, donc de genre et aussi ethnique. Beaucoup de femmes vivent dans la peur, hein. Par exemple, les femmes autochtones au Myanmar, au Bangladesh, se trouvent aussi dans des situations de conflit, qui accroissent encore, les violences auxquelles font face. Aux Philippines, hein, il y a également une discrimination très forte de la part, même du gouvernement. Les femmes autochtones ne sont pas représentées dans les processus politiques, dans les prises de décision, que ce soit au niveau, local ou national. Et cela mine aussi, la protection des savoirs traditionnels dans les communautés. Aujourd'hui, de nombreuses femmes autochtones sont encore dépendantes, hein, des ressources naturelles pour leur survie, mais à cause de la dégradation de l'environnement, heu et la prévalence, hein, des intérêts économiques, hem, accroissent leur marginalisation. La mondialisation également, hein, c'est une pression, heu accrue qui, mine les connaissances traditionnelles et qui, réduit à néant les droits des femmes en tant que porteuses de ces connaissances. Alors, bien entendu, j'ai certaines attentes, face à ces processus internationaux, comme, la LCCF par exemple. J'espère qu'il y aura vraiment une reconnaissance de la diversité des femmes. Est-ce que la CCF va pouvoir soutenir le leadership des femmes, va pouvoir adapter cela aux contextes locaux, pourra faire en sorte que les conditions des femmes dans les pays asiatiques, par exemple, soient, améliorées? Il faut aussi bien réfléchir qu'une femme au Népal est différente et a des besoins différents qu'une femme en Indonésie. Alors, est-ce que ces organes internationaux pourront, voir cela? Est-ce que ces processus internationaux pourront vraiment rendre les, gouvernements responsables de leurs actions? Est-ce qu'ils vont véritablement, hem, mettre, en œuvre des programmes, donc d'égalité de droits? Vous savez, en Asie, il y a les plus grandes, populations autochtones. Toutefois, heu le financement en Asie est très, faible et la marginalisation des femmes est, immense. Donc, oui, j'espère que, ce plaidoyer pourra véritablement, aider les femmes à s'autonomiser, à, assurer une allocation équitable des ressources pour qu'elles puissent atteindre les femmes autochtones. On a parlé aussi de renforcement de capacités d'investissement, heu, pour, donc autonomiser les femmes, leur permettre d'avoir plus de compétences, leur permettre d'accéder à des postes de leadership. Autre point nécessaire, c'est la reconnaissance du
du savoir traditionnel. Il est nécessaire que cela soit intégré dans les politiques, dans les conversations sur la biodiversité, le développement durable et faire en sorte que les voix des femmes marginalisées, dont les communautés, les zones rurales, soient inclus dans, ces discussions, dans les processus de prise de décision. Espérons que la CCF puisse véritablement promouvoir, hem, cette intégration. Et enfin, il faut que, ce niveau puisse dialoguer avec les femmes au niveau local, dans les communautés, les femmes autochtones. Merci beaucoup Soumina. Merci beaucoup, Masla, de nous présenter, hein, la situation des femmes autochtones en Malaisie. Tu as également parlé, du besoin de plus de financement, de renforcement de capacité des femmes, mais aussi de la reconnaissance des savoirs traditionnels. Et bien entendu, cela est essentiel pour, avoir de meilleures politiques et pour protéger la biodiversité. Alors, je vois que nous en sommes à la fin de cette séance. Je ne vois pas pour l'instant des questions, dans le chat, mais je vais vous laisser quelques secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat ou dans, l'encadré prévu pour, cela. Alors s'il n'y a pas de questions, cela veut dire que, tout est très clair et que nous avons fait un magnifique travail. Alors, s'il y a, peut-être, des mots de la fin que nos panélistes souhaiteraient partager avec, le public? Oui, madame Ranji? Merci beaucoup Soumina, merci, à toutes les intervenantes. Je pense que tout ce qui a été souligné est absolument essentiel et ce que madame Singano a, souligné, hein. Et ses doutes concernant la CCF, eh bien, je partage aussi ces doutes et l'importance d'être critique et je crois qu'il serait important heu d'intégrer ces espaces à la communauté parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais il n'arrive pas forcément aux mains, qui en ont besoin et parfois, ces, sommes ne n'arrivent pas aux femmes. Donc je pense qu'il faut, sérieusement regarder cela et enfin, je voulais partager un dernier point. Toute la situation géopolitique actuelle va également, trouver, hein, sa plateforme dans la CCF parce que nous l'avons également vu en Afrique du Sud. Vous savez, nous allons avoir la présidence du G20. Donc on voit à quel point ces scénarios se répètent dans tous ces espaces. Et je voulais également partager une invitation, hein, je vous l'enverrai. Nous aurons, donc notre groupe de travail et je pense que vous présentes ici, vous avez tellement à offrir, pour nourrir nos perspectives, donc je serai en contact. Merci beaucoup. Merci madame Ranji. Tina, est-ce que tu es toujours là? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Soumina, j'espère qu'on m'entend bien? Parfait. Alors, je sais que nous avons déjà dépassé l'heure, mais je voulais vraiment, vous remercier. Merci Ranji, madame Ranji pour votre soutien et pour, souligner à nouveau ce qui a déjà été dit, hein, et Valentin, tu en as bien parlé. Je pense que nous devons véritablement,
regarder plus en profondeur certains points. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de participer à des rencontres de femmes. Nous faisons également le suivi, hein, de plusieurs accords multilatéraux, que ce soit sur l'environnement, les produits chimiques, les graines, les océans, et cetera. Et oui, je sais que cela a été un défi important et que nous en sommes à un temps où le monde, où la géopolitique est très préoccupante. Je pense qu'il sera aussi très important pour nous de nous réunir et je crois que c'est là la force de notre collectif. Alors désolée, je parle de manière, ouverte, sans filtre, hein, heu, mais je crois qu'il serait nécessaire, de continuer à avoir pas seulement des webinaires, hein, mais des partages collectifs, même dans des espaces publics pour, unir plus de personnes, pour, partager des idées, pour nous nourrir, partager nos expériences et voir, comment utiliser ces informations, dans notre quotidien, notre travail quotidien. On a parlé de Pékin, des plateformes pour l'action, vous avez parlé de nombreux outils, de nombreux points, sur les terres, le climat et cetera et cela est aussi en lien avec les autres accords multilatéraux, pardon, de l'ONU, les conventions, la CNUC et cetera. Donc il y a un grand nombre d'instruments ici et de vraiment donner plus de force à cette approche de toute la société. Et voir comment, hein, vraiment créer des synergies entre ces conventions, entre ces, hem, groupes de travail et voir comment nous aider les unes les autres. Et il est important d'avoir des conversations informelles également, hein. Je suis, ravie de vous voir toutes ici et vraiment n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à nous contacter. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des expertes qui partagent des informations, mais d'avoir un échange et Valentina a bien souligné cela. Un point qui parfois est laissé de côté, c'est la nécessité de comprendre, le processus de consommation et de production. Parce qu'un des points, donc de la CCF et de ce que nous devons regarder, hein, dans nos groupes de femmes, c'est, donc le thème de la transition. Alors on sait qu'on parle beaucoup de transition, c'est le mot à la mode, on parle de transition verte et cetera. Nous devons ici avoir un regard critique, qui soit nourri par le collectif. Et de vraiment avoir un agenda très ferme, pour faire en sorte que les droits humains soient respectés. Et c'est une base, ce sont des points qui ne sont pas négociables et c'est pourquoi, les liens ici, les interconnexions sont nécessaires à faire, pour, donc les femmes et les filles du monde entier. Alors désolée d'avoir pris autant de temps, mais, je suis ravie de cette discussion si, nutritive, si importante. Merci encore de votre présence. Nous allons continuer à faire le suivi de cette discussion. N'hésitez pas à écrire à nos panélistes. Merci pour tout le travail incroyable que vous faites et restons attentives, hein, aux prochaines étapes. La semaine prochaine, il y aura également le Conseil des droits humains à Genève. Il va falloir continuer donc notre plaidoyer et à créer donc ces liens autour de nos demandes et recommandations. Donc merci beaucoup. Soumina, je te laisse la parole. Désolée encore de parler aussi vite, mais merci encore, hein, à chacune ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Tina. J'ai essayé de réunir donc les images de tous les panélistes, mais je n'ai pas réussi. Shruti, peut-être que tu peux m'aider là-dessus? Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore à nos panélistes, à notre audience. Nous avons un peu dépassé ce temps imparti, donc merci encore, pour cette discussion très intéressante. Avant de partir, est-ce que vous pourriez toutes allumer vos caméras pour avoir une photo de groupe? Une photo virtuelle.
Alors, bien entendu, il n'y a pas de problème si vous ne souhaitez pas ouvrir votre caméra, mais, nous aimerions vraiment pouvoir avoir, les visages de toutes les personnes qui ont pris le temps d'être ici aujourd'hui, et le temps donc de participer. Voilà, la photo est prise, encore une. Merci beaucoup, merci tout le monde, merci à nos intervenantes, merci à toutes les participantes, de nous avoir rejoints ici aujourd'hui. On se retrouve lors d'un prochain